La plus belle preuve d'amour, c'est l'exigence. Dès le départ, dès que j'avais 10 ans, je voulais être avocat et je voulais défendre les miens. J'avais envie d'être utile. Et ce métier, tout de suite, il m'a parlé. Mais en fait, pour moi, il y a deux morts. T'as la mort sociale, t'as la mort physique. Kémy, ils m'ont donné une mort sociale. Mais sur le terrain physique, ils l'ont pas fait. Je ne suis pas prisonnier de quoi que ce soit de palpable dans ce monde. Mourir en martyr, c'est mon rêve. À un moment donné, tu vois, c'est des gens, une vie bien rangée. En même temps, s'exposer, j'en connais pas. Et la question qui se pose, c'est combien de personnes tu entraînes dans ta chute? Déjà, t'as des intimidations. Tu reçois des courriers, des menaces de mort, des appels malveillants. Là où j'ai séquestré la peur et la médiocrité, je les ai mis dans la cave, frère. Ils sont en featuring en bas dans la cave. Donc je suis très content que les funérailles existent en termes d'institutions. Moi, j'espère qu'il y aura encore une quinzaine, une vingtaine de médias afro. Moi, je pars du principe, nous sommes le berceau de l'humanité. Personne n'a de leçons d'humanisme à nous donner. Mon socle de valeurs, de principes, c'est l'Afrique. Ubuntu, c'est moi, c'est ma base. Le propre de l'être humain, c'est d'avoir des points communs et des points de divergence. Et vivre avec, c'est comme la pluie. C'est pas parce qu'il pleut qu'il va pas faire beau après. Can we talk? Mesdames et messieurs, bienvenue sur Can We Talk, votre émission dorénavant hebdomadaire que l'on produit, excusez-moi, avec monsieur Tracy Enzo, cofondateur de la Nekao School. C'est ça même. Qu'est-ce que la Nekao School? La Nekao School, c'est un programme qui a été créé avec une volonté, c'est de pouvoir initier 1 million d'afro-descendants aux bases de l'éducation financière. Ça veut dire, en 2024, être afro et ne pas avoir de stratégie d'investissement, de ne pas savoir comment fonctionnent les marchés financiers, d'avoir la tête qui tourne quand on te parle crypto, immobilier, c'est caduc. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus parce que vous avez pris votre appel gratuit dans la Nekao School ou vous faites déjà partie de la Nekao School. Comment vas-tu, Frangin? Ça va, mon frère. Viens, on leur dit aussi de s'abonner. Abonnez-vous, les gars. C'est vrai. Likez, c'est super important. D'ailleurs, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, on a besoin de cette force parce que l'objectif étant relativement élevé, on a besoin de cette force. Donc, faites-le là, maintenant, tout de suite, là. Tu prends 2 secondes. C'est bon? Merci, frère. Voilà. Ou ma sœur. Donc, tu follow, tu likes. Et maintenant, on peut démarrer l'émission tranquillement. Aujourd'hui est une journée spéciale pour la simple et bonne raison que nous avons un invité très spécial que l'on adore et qui s'appelle Monsieur Taboula Mbeko. Maître Mbeko. Maître, c'est vrai, il est vrai. Comment allez-vous, maître? Je vais très bien, merci les frères pour l'invitation. Désolé, j'ai loupé le gala, mais j'ai vu que c'était une dinguerie. C'était quelque chose. Nous étions en plein tournage. Mais en tout cas, grosse fierté. J'étais très dégoûté d'être absent. Et en même temps, très fier de vous. En plus, t'étais en tête d'affiche. Il y a des gens qui ont cru qu'on t'a mis en tête d'affiche pour convaincre les gens de venir. Dis-leur que c'était prévu que tu sois là. C'était prévu. C'était pas une fausse manipulation ou une volonté d'induire en erreur les gens. Mais Herman et moi, on était en plein tournage, raison pour laquelle on n'a pas pu venir. Et on était vraiment dégoûtés. On regardait l'heure et on s'est dit, mais l'année prochaine, on sera là. Avec grand plaisir, grand plaisir. Votre place est même déjà... Et toutes vos initiatives, on les soutient de ouf et on est très heureux et très fiers de ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fait plaisir. Nous, on est contents de te recevoir parce que c'est la 2e fois que tu nous fais cet honneur. La première fois, c'était lorsqu'on animait le Nekao Live. Ouais. Et je voulais te le dire parce que jusqu'aujourd'hui, il m'arrive de recevoir des messages de personnes qui ont écouté cet échange qu'on avait eu et qui sont choqués parce que l'image qu'ils peuvent avoir de toi lorsque tu es sur les plateaux, comme on a pu te voir notamment sur les funérailles des tabous aujourd'hui à la librairie africaine, on va en parler. On est des personnes qui avons, on va dire, je sais pas si on peut dire plusieurs personnalités, mais en tout cas, voilà, on est quelque peu différents selon les situations. À ce moment-là, tu étais en Afrique. Ouais, j'étais au Sénégal. Voilà, tu étais posé. Et c'est vrai que tu nous as fait le cadeau de t'ouvrir, de te livrer. Et je te dis, jusqu'aujourd'hui, j'ai des gens qui me disent, non, mais ce live-là, c'était quelque chose. Ouais, c'est... Mais après, je pense que... moi, je pense que l'être humain, c'est un peu comme la musique. C'est-à-dire, t'écoutes pas du zouk quand t'es énervé et t'écoutes pas de la musique rock avant de t'endormir. Donc en fait, en fonction de tes humeurs, en fonction du lieu où tu te trouves, en fonction des questions qu'on te pose, bah tu réagis comme t'es. Quand t'es avec ta femme ou tes enfants, tu vas écouter des musiques un peu plus joviales, un peu plus heureuses. Quand t'es avec des potes dans une voiture un peu bresson, t'écoutes des musiques un peu bresson. Donc en fait, moi je suis comme tout le monde, en fonction du lieu, de l'endroit, des personnes que j'ai en face de moi, de la bienveillance ou pas qu'on me renvoie. Bah, je suis que le reflet de tout ça. Ni plus ni moins. Tu te souviens de ce live?
Bien sûr, non, c'était très fort. C'était très fort. Je me souviens, au-delà du fait que tu t'es ouvert à nous, je me souviens vraiment de l'ensemble des choses que tu nous as dit. Et il y a des éléments sur lesquels j'aimerais qu'on revienne parce que c'est important. Bien sûr. C'est important. On est des hommes en mission. Tu vois, on est des hommes en mission et quand on nous voit sur les funérailles des tabous, notamment, surtout toi d'ailleurs, t'hésites pas à tabasser quand faut tabasser. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un dicton que tu dis régulièrement, c'est que il ne faut pas hésiter à se faire du mal pour se faire du bien. Ouais, bien sûr. Et donc, ça peut te donner parfois un visage assez dur par rapport à la façon dont on peut te percevoir. Bon, moi, je te connais en interne, donc je sais très bien qui tu es, comment tu es. Mais du coup, je pense que c'est intéressant aussi pour les personnes qui suivent tout ce que l'on fait généralement, de savoir un peu l'être humain qu'on est. Et toi, est-ce que c'est une volonté que tu as, du coup, de montrer spécifiquement ce type de visage ou est-ce que c'est juste, comme tu l'as dit, voilà, est-ce que tu as une stratégie par rapport à ça ou... Non, j'ai pas de stratégie, sincèrement. Et si tu veux, moi, je pars du principe que la plus belle preuve d'amour, c'est l'exigence. Et tu sais, ce qui est assez rigolo, c'est que les gens, ils acceptent l'idée de faire des efforts quand ils vont à la salle de sport, quand ils vont faire un sport de combat, parce qu'ils se disent c'est comme ça qu'ils vont progresser, mais sur le terrain intellectuel, ils acceptent pas ça. Ils acceptent pas qu'il y ait des désaccords, qu'il y ait parfois de la tension, mais qui va être nécessaire à l'amélioration psychologique et intellectuelle. Par contre, dehors, sur le terrain physique, ils l'acceptent. Ils vont à la muscu, ils vont se déchirer les tissus musculaires, ils vont se dire je vais prendre de la protéine, ça va gonfler, bah j'accepte ça. Mais ce qui se passe sur le terrain musculaire, au niveau de la musculation, au niveau du sport, c'est exactement ce qui se passe au niveau des idées. On confronte des points de vue, il y a un contradictoire, on n'est pas d'accord, on se le dit avec respect, courtoisie, bienséance, mais on peut être ferme, et après on progresse, on peut être d'accord, pas d'accord, on peut avoir tort, on peut avoir raison, on demande pardon, et on est sincère. Moi, j'essaie d'être le plus sincère possible. Quand tu m'as demandé de venir, j'ai même pas chipoté, frère. J'ai dit, je ne te refuserai jamais rien, parce que tu es sincère avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Et je pars du principe, c'est que quand tu as des gens qui sont bons avec toi, tu donnes le meilleur avec eux. Tu fais pas quelque chose en demi-teinte. Parce qu'ils vont le sentir. Ils vont se dire, mais on t'a vu interagir dans d'autres émissions où il y avait plus d'énergie et plus d'engagement. Là, t'es venu chez nous, tu nous fais une demi-molle. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas un rôle, quoi. Non, moi, je suis comme ça tout le temps. Mais même en privé, avec ma famille. Même avec ma famille, avec ma mère, mes frères et sœurs, mes proches. Il y a toujours cette fougue, cette envie. Mais, comment dirais-je, j'estime que ça nous permet à tous de nous améliorer. Parce que, je reprends l'exemple de la musculation, parfois il faut déchirer pour mieux reconstruire, pour mieux repartir et surtout pour grandir en intelligence et pour grandir en sagesse. Moi, je suis de cette école. Après, je détiens pas la vérité, tu vois, mais j'estime que ça permet à tous de faire un grand pas. C'est une vision que je partage et que je suis capable d'entendre. Et il y a des questions que je me pose néanmoins quand on est sur le plateau et même quand je regarde, par exemple, lorsque j'ai vu votre premier podcast de la librairie africaine, il y a des moments où sur le plateau, tu t'énerves. Ouais. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu es vraiment énervé? Parce que si tu es vraiment énervé à ce point-là, ça marque aussi une sensibilité. Tu es quelqu'un qui... Il n'y a pas de demi-mesure. Non, quoi. Non, en fait, j'ai des moments d'absence. J'ai des moments d'absence où je suis sur le plateau, je suis un peu affalé, je pense à plein de choses, je pense à mon cabinet, je pense à mes activités à côté. Même pendant les tournages? Même pendant les tournages, tu vois, j'ai beaucoup de pression. Et après, je vais entendre une phrase, je vais entendre une expression, électrochoc. Et là, je vais rebondir. C'est comme là, quand on est arrivé, ça se passait bien, on s'est pris dans les bras. On avait parlé de Pharrell Williams. Voilà. Boum, je suis monté. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas prévu. C'est pas, je me dis, je vais m'énerver à la 45e minute et je vais faire ça. Les gens, ils vont le voir que c'est quelque chose qui est faux. Par contre, en allant sur un sujet, en discutant, en échangeant, mais je pense que vous êtes pareil. Il y a des trucs qui vont commencer à vous énerver. Clairement. Si demain, par exemple, on dit que vous êtes des opportunistes qui surfent sur la communauté noire, ça va vous énerver parce que vous avez fait des sacrifices de fous, vous avez pris du temps, de l'énergie, et vous accepterez pas qu'on dise de vous que vous êtes des surfeurs sur la communauté noire. Donc on a tous des choses plus ou moins qui nous irritent et qui nous stimulent et qui provoquent chez nous une certaine colère. Comment essayer d'avoir une colère saine, une colère réfléchie. Pour moi, c'est une transition parfaite parce que
Tu as dit qu'il fallait déchirer pour reconstruire. Ouais. Tu as déchiré Pharrell Williams quand on était en off. Ouais. Et je pense que ça peut être... c'était super intéressant, ton point de vue. De quelle façon est-ce que tu perçois le love, l'amour, le respect, l'admiration que certains de nos frères, certaines de nos sœurs donnent à cette typologie de personnes, je vais dire ça comme ça, qui se sentent comme privilégiés d'accepter le rôle qu'il a accepté en étant aujourd'hui la figure ou le représentant d'LVMH côté mode? Moi, je suis sur deux aspects. Je suis sur l'aspect personnel. Sur l'aspect personnel, c'est une nomination prestigieuse et je suis content pour lui. Il représente l'excellence afro sur le terrain à la fois du design, sur le terrain musical. Les succès, il les enchaîne, il les empile. Donc, c'est une grosse fierté sur le terrain perso. Après, si on analyse d'un point de vue communautaire, parce que moi, j'ai toujours deux lectures, personnelle et communautaire. D'un point de vue communautaire, je trouve que c'est une perte parce que moi, j'aurais préféré que Pharrell Williams crée un conglomérat qui abrite des marques afro pour valoriser les femmes et les hommes de chez nous qui créent des produits de qualité, qui créent des marques de qualité et qui ont besoin de visibilité. Et sa visibilité, elle aurait été utile pour ça. C'est pour ça que j'estime que c'est une victoire et une défaite. Une victoire sur le terrain personnel, parce que c'est une concrétisation qu'il faut saluer, et je le félicite pour ça. Et c'est une défaite parce que sur le terrain communautaire, j'aurais aimé qu'il crée un espace où il abrite vraiment les talents de chez nous. Et Dieu sait qu'il y a des talents. Dieu sait qu'on a des femmes et des hommes de génie qui ont besoin de cette visibilité, qui ont besoin de cette aura. Et malheureusement, cette aura, elle sert les intérêts d'LVMH qui, vu leur puissance et vu leur hégémonie, n'ont pas besoin d'un Pharrell Williams. Non, c'est clair. Est-ce que la véritable problématique, j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus, et toi aussi, mon frangin, tu vois. Est-ce que la véritable problématique ne tient pas au fait qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir? Parce que finalement, s'il y avait 10 LVMH, ok, et que sur les 10, allez, 5, 6 étaient tenus par des frères ou des sœurs de la communauté, est-ce que ce serait pas un épiphénomène, le fait qu'un noir, tu vois, soit à la tête de... On est d'accord là-dessus? Mais t'as totalement raison. Voilà. T'as tout dit. T'as tout dit. Nous manquons de contre-propositions. Donc, nécessairement, quand on a un élément comme Pharrell Williams qui bascule de l'autre côté, ça nous attriste. Ouais, parce que ça se voit, Bien ça sûr, compte, mais bien et sûr. tout de suite... Bien sûr, totalement. T'es d'accord avec ça? Non, complètement, à 200%. Hein. 200%. Mais... Après, je me dis, voilà, c'est moi, je crois en la stratégie, tu vois. Et j'ai envie de me dire que peut-être qu'aujourd'hui, Pharrell Williams prend son expérience chez LVMH et qu'un jour, qui sait, il développera son concept et que sûr. la lumière qu'il prend chez LVMH servira à notre cause un peu plus tard. Bien sûr. Faut pas condamner les gens. Ah, bien sûr. Mais moi, je dis pas que c'est foutu. Hein. Je dis pas que c'est définitif. Je suis pas fataliste. Et j'espère qu'à un moment donné, il aura une démarche communautaire pour vraiment valoriser les femmes et les hommes de génie que nous avons. Parce que j'estime qu'il peut le faire. Même c'est un génie. Il n'est pas arrivé là par hasard. Il a travaillé dur et il a une vraie sensibilité sur le terrain artistique. Et ça serait bien qu'il y ait un maximum de femmes et d'hommes de chez nous qui en bénéficient. Et je ne désespère pas qu'un beau jour, ils se mettent à travailler sur ce terrain-là. Bah, je pense que c'est déjà un peu le cas. Je sais pas si vous aviez suivi, et d'ailleurs, Tanguy était engagé dedans. Il a participé, en fait, je crois que c'était au mois de septembre, à remettre des prix et à indemniser, je sais pas si je peux dire ça comme ça, tu as participé à donner, en fait, des fonds à des hommes, des femmes noires de la communauté qui veulent développer des choses. T'avais vu passer? J'ai vu, ouais. c'est bien. Mais il peut faire beaucoup mieux. Ah oui, ça c'est sûr. Il peut faire beaucoup mieux. Clairement. C'est très bien. On va pas bouder l'initiative. Toute initiative qui permet de valoriser des femmes et des hommes est à apprécier et à encourager. Mais vu son aura, vu son argent, vu son réseau, frérot. Non, c'est sûr. Fais-nous du grandiose. Non, c'est clair. Non, mais c'était pour dire que quand tu disais que peut-être que demain ou après-demain, il pourrait revenir, en gros, il pourrait faire effectivement les choses fois 10, fois 100, fois 1000, et c'est pas impossible. J'espère. Sincèrement, je ne désespère pas de le voir un jour travailler de manière intelligente, de manière gracieuse et de manière harmonieuse pour les nôtres et produire quelque chose de fort et d'impactant.
J'ai tellement de questions pour frérot, mais frérot, si Il va falloir j'y vais là, on va déjà on va se focus spécifiquement sur toi parce qu'on on avait déjà pas mal échangé sur le Nekao Live. Ouais. Néanmoins, je suis pas sûr que tout le monde l'ait vu. Et je pense que c'est important de revenir sur certains éléments pour que les personnes puissent comprendre comment se passe le Nekao Live. Il a des questions, j'ai des questions. Ken Whittle, tu veux dire Bon, merci. Mon gars. Ken Whittle, excusez-moi. Il a des questions que je ne connais pas. J'ai des questions qu'il ne connaît pas. Trop carrément. Voilà, on les pose sur la table, on échange autour de tout ça. Et ensuite, en fin d'émission, on va tout simplement partager un coup de cœur. Ça peut être un livre que tu as lu, un son que tu as écouté, quelque chose que l'on t'a dit. Peu importe, tu le partages avec le public. Et ensuite, voilà, ensuite, on arrivera au bout de l'émission. Est-ce que déjà, dans l'idée, c'est un programme qui te plaît? Très bien. Avant de poser les questions, néanmoins, ce serait bien qu'on puisse revenir sur ton parcours. Donc aujourd'hui, tu es avocat. Ouais. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment et pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir avocat? Et à quel moment est-ce que l'aspect communautaire est entré en jeu? Dès le départ, dès que j'avais 10 ans, je voulais être avocat et je voulais défendre les miens. L'aspect communautaire. Comment ça se fait? Parce que... Tu vois, un Tupac, ça s'explique. On sait que sa mère était dans les Black Panthers et tout. Toi, comment ça se fait? Parce que très tôt, j'étais confronté à des situations malaisantes, illégales. Mon père faisait du stup. Ok. Il faisait du stup. Donc je le voyais faire son trafic, je le voyais vendre ce qu'il vendait, récupérer les sous. C'est quelque chose qui... Sachant que tu as grandi à Montreuil. J'ai grandi à Montreuil, tu vois. Moi-même, j'habite à Montreuil aujourd'hui. C'est une ville où il y a pas que des Noirs, tu vois. Il y a des Arabes. Enfin, c'est vraiment une ville très mélangée. C'est une ville très Donc, mélangée. pourquoi le focus sur la communauté? Mais à l'époque, dans les années 90, c'était pas ça, Montreuil. C'était pas gentrifié comme ça, c'était pas boboisé à ce point-là. Et le prix du mètre carré, il était pas aussi élevé. Mais parce que grandissant dans un environnement qui était le mien, avec mon père, avec les mecs qui se faisaient arrêter, les arrestations, les gardes à vue, j'avais envie d'être utile. Et ce métier, tout de suite, il m'a parlé. Parce que il faut prendre le fardeau de l'autre. C'est ça, être avocat. C'est prendre le fardeau de l'autre, le mettre sur ses propres épaules, et ensuite travailler et représenter et prêter de la voix, prêter du temps, de son intelligence et de son énergie pour représenter l'autre. C'est quelque chose qui m'a intéressé assez rapidement. Et après, je me suis rendu compte que les Noirs avaient un taux de délinquance, de criminalité qui était beaucoup plus important que les autres. Donc je me suis dit, je veux les défendre. Je veux défendre des gens qui me ressemblent. En réalité, aujourd'hui, j'ai des clients de toute origine. Mais initialement, ce que je voulais, c'est d'être une valeur ajoutée pour ma communauté. Qu'est-ce que je peux apporter aux miens pour qu'ils puissent avoir quelque chose de qualitatif et de solide? Ok. Tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire, ça m'a fait sourire. Parce que, tu viens de dire... tu me reprends si je me trompe, mais j'ai fait le constat qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient issues de ma communauté qui étaient soumises à pas mal de banditisme, etc. Ça, c'est une phrase qu'a sorti monsieur Zemmour Eric. De façon, c'était même un leitmotiv, c'est quelque chose qu'il disait. Et vu qu'on est dans un pays où tu n'as pas accès aux statistiques ethniques, il y a même certaines associations qui lui sont tombées dessus. Il a même été condamné, je pense, pour des propos de ce type. Toi, aujourd'hui, tu es dans le cœur du système. Je sais pas si tu te rappelles, Frangin, on avait fait un podcast où j'avais posé la question. Je t'avais dit, Frangin, est-ce que nous, dans notre position de fils d'immigrés, on est en droit de critiquer et d'avoir un œil effectivement plutôt critique sur nos frères qui choisissent cette voie du banditisme, du stup, etc. Qu'est-ce que ça te fait, toi, en tant qu'homme noir engagé dans la communauté, d'avoir à tenir des propos comme ça alors que tu es dans le cœur du système, tu vois? Donc tu le vois, tu les défends. Et comment dire, quand Zemmour le dit, en gros, il n'a pas le droit. Après, je pense que tout peut être dit, tout dépend de l'intention. Moi, quand je le dis, c'est par amour et par volonté d'élever les nôtres. Lui, quand il le dit, c'est par mépris, c'est par rejet des nôtres. C'est pas la même chose. Clairement. Tu vois, dire à ton fils, tu es médiocre, en fonction de la manière dont tu le dis, ça peut être quelque chose qui va l'élever, qui va le détruire. Tu es médiocre, t'es un bon à rien. Tu es médiocre, tu vaux mieux que ça. Ça fait toute la différence. Ça n'a pas le même sens. Quand t'as dit tu es médiocre, bien sûr. mais le mot que tu mets derrière te permet
d'élever ou de détruire quelqu'un. Exactement. Donc Zemmour, quand il utilise ça, c'est pas par amour de la communauté noire, ça serait. Mm. Donc je pense qu'il a un profond mépris, un profond désintérêt pour ce que nous sommes. Et c'est pas grave. Son amour, on n'en veut pas. Bien sûr. Mais moi, quand je dis ça, c'est par amour pour les nôtres et c'est par volonté de les réveiller et de leur dire, les gars, parce que la plupart du temps, c'est des hommes, même s'il y a quelques délinquantes, mais en général, c'est des hommes. Les gars, votre vie, elle compte. Votre vie, elle a de la valeur. Et l'intelligence que vous utilisez pour faire du trafic de stupéfiants, vous pourriez l'utiliser pour ouvrir des sociétés, des activités légales, créer de l'emploi, créer de la valeur, partager des moments forts, partager des moments inoubliables, parce que l'entrepreneuriat, c'est une aventure humaine. Donc, les gars, arrêtez de vous braquer. Quand on vous parle, arrêtez de vous braquer et d'être sur la défensive. Et cessez de vous brader. C'est pas les soldes. Vous avez une certaine valeur, profitez-en. Donc, moi, je le dis avec une exigence, avec de l'amour et de la fermeté. C'est pour ça que j'en parle librement, tu vois. C'est très important parce que j'ai envie de clarifier mon propos. Il s'agissait pas pour moi de défendre quel que soit dans aucun monde la position du Z. Non, je le dis même pas pour toi parce que je pense que tu m'as bien compris, mais pour les personnes, tu sais, c'est Internet, tu connais. Les haters. Voilà, tu connais. Moi, je suis Loïc Issem, Monsieur Disclaimer. Yep. En fait, ce que je voulais mettre en avant, ce que je voulais véritablement mettre en exergue, c'est la problématique du manque, selon moi, tu vas me dire ce que t'en penses, c'est aussi mon frangin, du manque de critique qu'on peut avoir en interne sur justement cette typologie de problème. C'est-à-dire que c'est les autres qui s'en servent pour nous stigmatiser, mais nous, j'ai l'impression qu'on a énormément de mal d'avoir nous critiquer pour avoir à mettre ce que tu as dit là tout de suite en avant. Frangin, t'es super intelligent. Tu mets en place des stratagèmes qui sont dignes tu vois, des plus grands entrepreneurs, mais tu as choisi une voie qui ne peut que te nuire. Alors qu'on a besoin de toi. Parce que nous, on t'aime. Parce que ta communauté a besoin de ton cerveau, de ton génie. Mais ça, est-ce que c'est un discours ou c'est moi qui suis fou? Est-ce que c'est un discours qu'on entend tout le temps ou c'est justement ceux qui veulent nous diriger et nous contrôler qui le disent? Mais après, je vais aller dans ton sens. Tu vois, quand tu dis qu'on n'a pas ce discours en interne, mais on n'en a pas en externe non plus. Tu as beaucoup d'émissions où tu as des femmes et des hommes qui disent votre vie, elle a de la valeur, arrêtez ça, vous perdez votre temps, c'est une impasse, vous pouvez utiliser votre intelligence pour faire des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus légales, beaucoup plus utiles aux vôtres. Très peu. Il y a eu les funérailles des tabous. Oui, il y a eu les funérailles. Il y a la librairie africaine, il y a Can We Talk, Yep. il y a... mais il n'y a pas beaucoup C'est en d'espace. train de naître. Voilà, Mais- comment Tanguy, Kalimandjaro, pardon. Mais est-ce que... Mais Oui, Mais quand ça a commencé aujourd'hui. quand tu compares ce que tu viens de donner comme espace où on en parle et la musique, parce qu'il y a les artistes qui viennent contribuer à un autre discours, les films, les séries. Quand tu regardes la plupart des séries qui encensent les hommes noirs, c'est des séries qui sont dans le stup. Tu regardes Ghost, il fait du stup. Franklin Sense, il fait du stup. Pourtant, tu vois, je te parle de séries que j'ai pas vues. Ah, ok. Je regarde pas de séries. Mais tu comprends qu'en réalité, on veut nous assigner un rôle, on veut nous assigner une mission, et qu'on est heureux d'être dedans, et qu'on saute à pieds joints, que même ces acteurs sont contents d'accepter ces rôles, et qu'ils se complaisent là-dedans. Donc, nous sommes les premiers responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes les premiers acteurs de ce qui nous arrive. Ce retard que nous traînons, il est dû au fait que nous avons accepté de jouer des rôles caricaturaux, de jouer des rôles qui nous desservent pour flatter notre ego qui est pas là où il devrait être. Notre ego, il est très très bas, donc on a besoin de le flatter pour le mettre haut. Mais est-ce que le redresser doit se faire au détriment des nôtres? On peut le redresser autrement. C'est vrai. Mais il faut accepter que c'est peut-être quelque chose qui est peut-être potentiellement long à mettre en place. En ce sens qu'aujourd'hui, si tu veux produire une série ou un film, tu as besoin de financement. Et les personnes qui vont venir financer ta série ou ton film sont prêts à financer un certain message. Et peut-être que si tu as envie de mettre un message beaucoup plus centré sur l'autodétermination et quelque chose de plus sain, peut-être que tu n'auras pas de financement aujourd'hui à l'heure où on parle. Il y a des gens qui peuvent être bloqués à ce niveau-là. Et donc, ce que je dis, c'est pas pour nous défaire de notre responsabilité, hein. Bien au contraire. Mais c'est pour dire que toi, tu dis qu'on est les premiers responsables. Moi, je dis qu'il y a une responsabilité partagée. C'est que on ne fait pas l'effort, effectivement, de nous prendre en main pour développer quelque chose. Mais il y a aussi un système qui favorise quelque chose de l'autre côté. J'entends ce que tu dis et
je suis en partie d'accord avec toi, dans la mesure où il y a des financements Mm. et qu'il faut répondre à des critères, à des standards, et que les personnes qui les définissent en temps normal ne les définissent pas pour qu'on puisse s'émanciper. Mm. Là-dessus, je suis d'accord à 200%. Mais aujourd'hui, il y a des alternatives. C'est-à-dire que tu peux monter un projet de série en indé, tu peux te faire financer par des personnes qui partagent ton combat, qui partagent ta vision et qui vont te prêter de l'argent, ou qui même te faire des dons. Aujourd'hui, tu peux faire des campagnes de crowdfunding, tu peux lever de l'argent. Donc aujourd'hui, tu as des outils qui existent et qui Mais- te permettent... Même avec le crowdfunding et les dons, pour arriver au niveau de financement que t'apportent ceux qui sont dans Universal, l'industrie, Sony. Mais après, c'est dur de monter mais jusque là-bas. hein. Est-ce que, je le dis souvent et je le pense, est-ce qu'on a besoin d'énormément d'argent pour faire des belles choses? Oui, Moi, je surtout pense dans le pas. cinéma, je Moi, pense. je pense pas. Parce que tu sais, dans le cinéma, le premier budget, c'est le cachet de l'artiste. Le cachet du... Ouais, mais t'as la réalisation aussi. Je Et la te dis- vérité, c'est que si c'est mal fait, ça va se Attention, voir tout de suite. je te Et nous, dis- on est les premiers à critiquer un Non, truc mal fait. Attention, je te dis pas qu'il faut pas d'argent. Mm. C'est pas ce que je te dis. Je te dis que Est-ce qu'il faut beaucoup? les budgets sont aussi morts parce que Denzel Washington, ça coûte cher. Mm. Russell Crowe, ça coûte cher. Al Pacino, ça coûte cher. Est-ce qu'on est obligé d'avoir des têtes d'affiche pour faire des belles choses? La question que je pose, elle est très simple. Tu veux faire des beaux films sans tête d'affiche, mais après les gens n'iront pas le voir. C'est pourtant qu'ils sont pas allés le voir que c'est pas un beau film. Je suis d'accord, les acteurs coûtent cher, mais t'as aussi vraiment la réalisation, La technique. Ah non, la sci-fi, le montage. Moi, j'aime beaucoup le cinéma. Je vais régulièrement au cinéma. Je vois des beaux films qui n'ont pas coûté énormément d'argent, mais qui pourtant ont une puissance et une beauté inouïe. Donc après, ça dépend ce que tu recherches. Évidemment, si tu vas sur des critères hollywoodiens, et tu regardes les films à l'américaine, avec des gros budgets, avec des effets spéciaux, avec la construction de décors adéquats, tu regardes par exemple Gladiator, Oui, ils ont dû c'est- faire un nouveau Colisée, on est sur 300 millions de Voilà, c'est dépensés. des centaines de millions. D'accord. Mais rien Je l'ai que- vu l'éclater le film. Ouais, je pareil, j'ai J'ai pas. vu Tu l'as vu, Je l'ai toi? pas vu encore. On va Non, pas non, spoiler, je mais l'ai je vu, suis d'accord je l'ai avec vu, toi. Je l'ai vu, il éclatait. Heureusement qu'il y a Denzel. Mm. Si Denzel n'est pas là, le film ne vaut rien. Niveau Et encore. scénario, bon, ils n'ont pas cherché midi à 14h, ils ne sont pas pris la tête. De toute Les façon, dialogues, Hollywood n'a plus rien à raconter. les dialogues sont pas ouf. On prend pas de claques. Il y a des scènes de combat, Oui, ok, c'est tout. encore. Mais aujourd'hui, tu regardes le MMA, tu as des scènes de combat qui sont intéressantes. Non, mais par rapport au Le film est budget, éclaté. par rapport au budget, Autant d'argent pour ça? par rapport au budget, moi, je vois ce que veut dire Loïc et je vois aussi ce que tu veux dire. Tu vois qui c'est, Golo et Richie? Ouais. Tu vois qui Ouais, c'est? ouais. Golo et Richie. Tu veux leur C'est- documentaire. Voilà. Ben, juste, c'est deux Renois. Il y en a un qui a un léger retard mental et ils font beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Ah et tout. oui, oui, oui. Tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et ben, t'as vu du coup leur documentaire. Même ça, où tu vois bien qu'il n'y a pas eu de budget, je crois qu'ils disaient que ça a fait 1,2 million ou 1,4 million, un truc comme ça. Ouais. Et donc, il faut T'en as pensé quoi, toi, de ça? de documentaire. Ouais. Franchement, moi, c'est déjà je les kiffe. Ouais. Donc en réalité, j'ai passé un bon moment. J'ai kiffé. C'est un duo que j'aime particulièrement, tu vois. Donc j'ai pas eu à juger à mal le documentaire. Mais si tu me poses la question, c'est que Il pose pas la question pour rien. Je vois son petit sourire. tu vois ce que je veux dire. Mais non, Il y a quelque chose dans le sourire. non, mais moi, j'ai toujours une analyse personnelle et communautaire. Hmm. J'ai toujours une double analyse. Ok. Alors attends, toi tu parles du documentaire ou tu parles de tout? Quand je dis tout, c'est ceux qui ont produit, etc. Ouais. Ok, voilà. Donc là, du coup, on peut en parler. Ouais. Là, du coup, on peut en parler. Effectivement, ce que j'ai trouvé dommage, mais en même temps, est-ce que c'est étonnant? Est-ce qu'il y a tant de personnes de notre communauté qui sont producteurs de cinéma? Il y en a. Ok, moi, j'en connais pas, mais après, Si. toi, Moi, tu j'en connais, tu connais mieux que moi. mais d'un point de vue finance, ils sont pas assez lourds. J'ai croisé, en Côte d'Ivoire, j'ai eu la chance de croiser Jean-Claude Barny, qui est le réalisateur de Nègre Marron, Gang des Antillais, et qui est en train de préparer d'ailleurs aussi son nouveau film, France Fanon. Franz Fanon, ouais. Il m'a dit, pour trouver des financements, il a dû aller voir dans des pays voisins en Occident. Mais dans la communauté, c'est compliqué. Et son film, il coûte pas des centaines de millions, tu vois. Je pense même pas que ça dépasse les 10 millions. Bah, rien que ça, c'est compliqué. Tu vois. Ah, mais je dis pas que c'est pas compliqué. Je dis que c'est possible. Hmm. Mais évidemment qu'il y a une difficulté lorsque tu veux faire des films sérieux, qui ont du sens, qui
traversons les époques, à te faire financer. Il a galéré. Hein. La logique actuelle ne veut pas produire au sein de la communauté noire un éveil. On veut que nous soyons des enfants qui consomment. Donc la réalité, elle est là. Et pour revenir sur Golo et Richie, j'allais te demander. moi je trouve ces deux frères incroyables. Je les trouve beaux au sens où ils sont solidaires entre eux, ils sont bienveillants, ils sont, comment dirais-je, résilients. C'est des bosseurs. Les mecs, ils se donnent de la force, ils se soutiennent mutuellement. Et cette bromance, je la trouve magnifique. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que on consacre autant d'argent pour leur personne et qu'on se dise, eux, on va les mettre en avant. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est ça qui m'interpelle. Et les gens qui sont derrière, ils sont dans des bureaux, ils sont assis, ils disent, eux, on les met en avant. Par contre, on a d'autres projets qu'on a apportés sur la table qui ont une portée politique, historique, idéologique conséquente qu'on ne finance pas. Exactement. Pourquoi vous mettez en avant ces deux frères et qui sont bien, qui sont gentils, qui sont adorables, humainement parlant, mais vous mettez pas en avant d'autres projets? On sait pourquoi. Oui, on sait pourquoi. Donc la question en réalité, voilà. Moi je pense que, et c'est pour ça aussi. C'est ça, j'ai toujours une double analyse. Ouais. Personnelle et communautaire, toujours. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi ton discours, parce que c'est ce dans quoi je m'inscris, c'est ce dans quoi on s'inscrit, cette dynamique et cette volonté d'action. C'est que on peut plus, parce qu'on a la réponse à toutes ces questions, au point même qu'on les soulève même plus. Bien sûr. Aujourd'hui, on veut quelque chose, on va le faire, on va le chercher. Et c'est pour ça que j'aime la manière dont tu le martèles et dont tu le cries en disant stoppons de chialer, stoppons la victimisation, soyons dans l'action. Après, c'est vrai que en termes de, c'est une rente, la victimisation, mon frère. Oui, clairement. C'est une rente. T'as des subventions. Oui, bien sûr. T'as mis sur des plateaux. Bien sûr. Tu fais des colloques. Bien sûr. Tu fais des conférences, c'est une rente. Ah ouais. Tu gagnes beaucoup d'argent dans l'ESG qui a permis en fait cette mise en place de tout ce wokisme, qui a porté le mouvement Black Lives Matter. Enfin, pleurer, ça rapporte de l'argent. Et on en a parlé un peu off caméra. L'erreur, c'est de croire que pleurer, c'est ce qui te rapporte le plus d'argent. C'est ça le problème. Ouais, mais le chemin est beaucoup plus long si tu décides d'emprunter la voie de l'autodétermination, surtout quand c'est un chantier. Ce que tu dois construire, c'est avec tes propres mains, ça met beaucoup plus de temps. Mais c'est potentiellement beaucoup plus rentable. Mais les gens te diront, Sankara, il est mort pauvre. Hein. Il était dans l'autodétermination, dans la volonté de puissance. Mais il n'est pas allé au bout de ni sa vision, ni sa mission. Bien sûr. C'est pour ça que... Il est mort prématurément. Pour ça que beaucoup te diront, à quoi ça sert? Puisque si c'est pour avoir un rendez-vous avec Tupac de façon prématurée, laisse-moi prendre mes subventions, frère. Laisse-moi aller à leurs événements. Laisse-moi recevoir des prix. Laisse-moi recevoir de la validation. C'est un choix. Parce que toi, tu m'emmènes sur un terrain, je vais avoir l'espérance de vie d'un billet de 5 €. Moi, j'ai des projets. Je suis pas comme toi, moi. Est-ce que pour toi, c'est un jeu aussi dangereux aujourd'hui en 2024 que à l'époque des personnes qu'on vient de citer là? Frère, moi, je te parle, le R, il est incarcéré. C'est vrai. Mais il n'est pas incarcéré pour rien, entre guillemets. Mais il a demandé quoi? Il a demandé à ce que les Antillais soient traités... Pour moi, il ne mérite pas d'être incarcéré. Il est incarcéré pourquoi? Parce que ce monsieur et d'autres ont demandé à ce que les Antillais soient traités comme n'importe quel Français. Techniquement, c'est parce qu'il est allé chez le préfet, je crois, et qu'il y a eu confrontation. C'est pour ça qu'il est incarcéré. Est-ce que tu as vu ce qu'ont fait les agriculteurs dans Paris? Les dégâts qu'ont créés les agriculteurs dans Paris parce qu'ils sont pas contents. Est-ce que tu en as vu qui a été incarcéré pour ça? Non. Et je dis pas que c'est juste. Je dis juste que si tu es irréprochable, entre guillemets... Mais ils sont irréprochables, les agriculteurs? Non, mais la question c'est, un Tupac et un Sankara, ils étaient irréprochables. Mais ils ont été supprimés. En fait, moi, ma question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, quand tu décides d'emprunter la même voie et la même direction, même si oui, si à un moment donné, tu fais quelque chose où on peut te reprocher quelque chose, on va te mettre des bâtons dans les roues, mais si c'est pas le cas... Tu seras supprimé, que tu sois irréprochable ou pas. C'est ça ma question. Que tu sois pacifiste ou agressif, tu seras supprimé. Pourquoi? Si tu décides de réveiller ta communauté et de sortir de l'aliénation et de la soumission, ça veut dire que tu portes atteinte à leurs intérêts financiers. Et à ce moment-là, ils te supprimeront, d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est surtout ça. Parce que moi, c'est ce que j'entendais dans ta question. Quand tu portes atteinte à leurs intérêts, quand tu portes atteinte à leurs intérêts, ils vont te supprimer.
Soit ils te mettront une affaire de mœurs, Voilà, c'est ça. Et ça t'éteint. ils mettront des contrôles fiscaux, Mm. ils t'incarcéreront en disant que tu es violent, alors qu'il y a d'autres qui sont violents, qui ne sont pas incarcérés. Vous avez des agriculteurs qui viennent, qui jettent du fumier sur des bâtiments, qui détruisent des lieux, parce qu'ils sont en colère, et ils ont raison de le faire. Mm. Ils ont raison de le faire. Mais là, on ne dit pas que c'est une émeute. Quand il y a des Arabes et des Noirs qui viennent et qui prennent, qui font le choix d'envahir un espace pour manifester un mécontentement, on dit que c'est des voyous, on dit que c'est une émeute, on parle de guerre civile. Quand le blanc, lui, il se mobilise, à juste titre, on y voit une protestation sociale et on le comprend. Quand c'est un Noir ou un Arabe, on dit que c'est une guerre civile qui approche. Ça, on sait très bien à quel jeu on joue, tu vois. Voilà. Mais moi, je trouve que ce dont tu parles, c'est pas être supprimé, c'est on te met des bâtons dans les roues. Mais pour moi, c'est de supprimer. Non. Kémy Séban, on l'a pas supprimé, mais on lui a mis des bâtons dans les roues jusqu'ici. Mais Kémy, Il est quand pas mort. Mais en fait, pour moi, il y a deux morts. T'as la mort sociale, Mhm. t'as la mort physique. Kémy, ils lui ont donné une mort sociale. Ils lui ont dit, t'as vu, t'étais français. Est-ce vrai? Je t'explique. Vas-y, vas-y. T'étais français. Comme tu as un esprit critique qui est trop prononcé et que tu te contentes pas de faire des pas de danse comme les autres, on va te montrer que t'es plus des nôtres. Mm. Lui, il leur a dit, mais en fait, j'ai pas besoin de vous. Je vais vous montrer que, indépendamment de vous, vous n'êtes pas mon baromètre. Donc, je vais faire ce que j'ai à faire. Donc, ils l'ont supprimé sur le terrain social, mais sur le terrain physique, ils l'ont pas fait. Mm. Mais pourquoi ils l'ont pas fait? Tu crois qu'ils ont pas les moyens de le faire? Ils l'ont pas fait pourquoi? Parce qu'ils veulent pas en faire un martyr. Tu crois que ça leur traverse pas l'esprit? Ils ont tué Kadhafi. Ouais, mais c'était pas en 2024, tu vois. C'est Mais- pour ça que je dis, plus le Non, temps avance, Mais c'est, en fait. plus ça me semble compliqué maintenant Ils ont tué des Kanaks. des figures. Ils ont tué des Kanaks. Figure ou pas figure, moi je mets pas de hiérarchie. Ils ont tué des Kanaks qui demandaient quoi, l'indépendance? On te Ok, parle pas. dans ce cas-là, je vais rectifier. On te parle pas de. Je rectifie ma question. de Quand tu prédateurs es un sexuels. symbole, Tu vois ce que un je veux dire? personnage et que tu portes un mouvement, Il faut comprendre. On a tué des gens qui demandaient d'être indépendants. ça, c'est le vrai monde dans lequel on vit, c'est vrai. C'est Si tu es l'État un français. personnage, C'est l'État français qui, avec sa police, avec sa gendarmerie, a décidé de ôter la vie à des femmes et des hommes qui voulaient être libres. Frérot, tu te rends pas compte, c'est une dinguerie. mais bien sûr que c'est une dinguerie. Il n'y a pas de débat. La question, c'est si tu es un personnage Ouais. public, que tu portes un mouvement, et que tu portes un mouvement avec le message qui est celui que Sankara a pu porter, Tupac a pu porter, Kémy Séba peut porter, tu portes. Est-ce que le danger aujourd'hui physique est le même qu'avant? Tu as répondu de toute façon et la réponse est non. Puisque maintenant, on est sur des images et que voilà, on peut plus se permettre de faire ce qu'on faisait avant. Malcolm X. C'est différent. Ça revêt un côté social et parfois un côté physique. Exemple avec les Kanaks. Ils ont été tués pourquoi? On parle pas d'hommes qui étaient sur le point de braquer une banque et qui, en sortant, on leur a demandé de se ranger, de C'est déposer clair. les armes. On parle d'hommes qui étaient sur des barricades, qui disaient on veut vivre en tant que libre. On sait combien de morts il y a eu en Kanaki à peu près? C'est une de la dizaine, curiosité je pense. pure et dure, Une dizaine. C'est déjà trop, c'est énorme. clairement. Tu vois? Non, non, c'est clair. La distinction entre la mort sociale et la mort physique, aujourd'hui, au 21e siècle, pardon, j'ai eu du mal, elle est effectivement à distinguer dans la mesure où tu as donné l'exemple de Kémy Séba, il y a eu Ramadan, tu parlais, des fois ils vont te mettre les mœurs, des fois, parce que Internet, les images, parce que la volonté de se dire, OK, on veut pas créer de nouveaux martyrs, parce que on parlait de Sankara, et je t'ai entendu dire ça également dans la librairie africaine, où tu disais qu'à un moment donné, il faut pas avoir peur de la mort en soi, parce que déjà, ces personnes ne sont pas mortes. Non. Tu vois, elles sont absolument pas mortes. Et effectivement, ériger quelqu'un en martyr, c'est le rendre potentiellement encore plus dangereux que ce qu'il ne peut être en étant dans son enveloppe physique. je veux dire Moi, je te le dis, indirectement, moi, je c'est- rêve de mourir en martyr. Ah ouais. Mourir d'un AVC éclaté, là. Non. Tuez-moi en martyr. Je meurs pour les miens, je meurs pour ma cause. C'est mon rêve le plus absolu, frérot. C'est incroyable là, ce que tu dis. Ah, je François. l'assume complètement. Moi, la police ne me fait pas peur. Ma réputation ne m'impressionne pas. Je ne suis pas prisonnier de quoi que ce soit de palpable dans ce monde. Mourir en martyr, c'est mon rêve. Parce que j'estime que la cause que je défends, elle est noble. Que personne ne me fera dire le contraire.
Je connais trop mon histoire, je suis trop relié à mes ancêtres pour savoir que je suis dans le bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc mourir comme ça me dérange pas. T'as pas d'enfant aujourd'hui? Non, j'ai pas d'enfants. Et même si j'avais des enfants. Dans quel... Parce que je suis pas des enfants pour être attaché à ma terre. Hein. Je suis des enfants potentiellement pour transmettre. Et Mais quand ton enfant il a 2 ans et que Ouais. tu pars en martyr, tu peux plus transmettre. Et à ton enfant, il va pas grandir. Il va pas apprendre ce que ton père, il était. Toi, tu pourras plus lui transmettre en tant que père. Et il va regarder les vidéos de papa. C'est pas pareil. C'est pas grave. Non, il saura qu'il C'est une perte quand même. Pour ton enfant et pour toi aussi. Mais c'est pas une perte parce que regarde. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont vivantes, qui existent, qui sont inconnues, et on parle de gens qui sont morts depuis 50 ans, 60 ans, plus qu'elles. Clairement. Ils sont pas morts. Vous avez des personnes qui sont mortes physiquement, mais qui ont une existence beaucoup plus forte que des gens qui sont encore en vie physiquement. C'est clair. Moi, je choisis mon camp. Sincèrement. Je sais que moi, aujourd'hui, je suis un homme public, je suis une personnalité, j'ai des positions qui sont claires, sur des sujets qui sont bien trempés, je prends des risques au quotidien. Si je prends une balle, frère. Ceux qui sont morts, ils ont pris de l'avance. Hein. Ta mission passe au-dessus de tes désirs personnels. Mais sinon j'aurais acheté un pavillon, j'aurais pris une femme, 5 enfants, j'aurais fait un crédit. Je suis pas destiné à faire cette vie-là, moi. On peut faire les deux. Non, mais en fait, je te dis pas qu'on peut pas faire les deux. J'en connais pas qui font les deux. À un moment donné, tu vois, c'est des gens, une vie bien rangée, en même temps s'exposer, j'en connais pas. Après, peut-être qu'il y en a beaucoup, hein. Mais à un moment donné, quand tu prends des positions claires, tu t'exposes. Et la question qui se pose, c'est combien de personnes tu entraînes dans ta chute? Moi, je vais entraîner un minimum de personnes dans ma chute. Je sais que la vie rangée, 6, 7, 8 enfants, je ne l'aurai jamais. Parce que j'ai fait d'autres choix. Et j'assume complètement ça. Je suis aligné avec moi-même, tu vois. Mais je reproche à personne de faire les choix qui sont les siens, parce que chacun son destin, chacun va midi à sa porte, et chacun expérimente sa vie comme bon lui semble. Mais j'ai pas envie de faire semblant, tu vois. Non, je comprends. Et j'ai juste une question, du coup. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? Je sais même pas pourquoi je l'ai fait. Pour te dire, mon frère. Mais il y a une énergie, il y a quelque chose qui bouillonne en moi que je n'explique pas. Tu vois. Et que tu ressens depuis... Depuis gamin. Depuis gamin, il y a des trucs qui m'habitent, qui m'animent, qui me traversent, qui me bouleversent, tu vois. Et une sensibilité, il y a une quelque part. sensibilité, tu vois ce que je veux dire. Du coup, je peux pas ne pas m'écouter. Tu vois. Parce que beaucoup de gens passent à côté de leur vie parce qu'ils s'écoutent pas. Par souci du conformisme social, par volonté de plaire, par volonté de rentrer dans un moule. Donc du coup, ils loupent leur vie en pensant qu'ils vont revenir. Alors que tu vois, la mort, c'est un aller simple. C'est important ce que tu dis parce que nous, on parle des Noirs parce que nous sommes Noirs, mais tu peux pas avoir lu la partie de l'histoire sur laquelle ils aiment focuser notre existence. Donc tout ce qui tient effectivement de cette peur de l'esclavage et ne pas être profondément bouleversé. Et pourquoi je dis que c'est important ce que tu viens de dire, c'est parce que tu as 2 typologies de personnes. Tu as ceux qui, comme toi, ont embrassé ça très jeune et qui se sont dit, en fait, à mon niveau, je vais être dans l'action. Et tu as ceux qui ont décidé d'endormir ça. Parce que c'est une douleur tellement intense de te rendre compte que toi, t'as pas fait le choix de venir sur cette planète. Dieu t'a accordé cette mélanine et qu'aux yeux de certains, c'est un péché. Aux yeux de certains, c'est un problème. Et donc, forcément, ça fait mal à tout le monde. Mais tu as 2 typologies de personnes. Ceux qui ont fait le choix de se dire, je vais faire des choses pour faire en sorte que ça puisse, les choses puissent évoluer dans le sens positif, et d'autres qui ont décidé d'éteindre ça. Moi, je suis énormément ton travail depuis un moment. Je t'ai jamais entendu en parler, peut-être parce que tu ne le souhaites pas. De quelle façon aujourd'hui, au vu des responsabilités que sont les tiennes, au vu de ton métier, quelle est la typologie de bâton dans les roues qu'on te met suite à ce choix, en fait? Si tu veux en parler, hein, si tu peux en parler. Parce que, je sais pas, t'en as déjà parlé parce que je t'ai jamais entendu l'aborder véritablement. Moi, déjà, tu as des intimidations. Tu reçois des courriers, des menaces de mort, des appels malveillants. Ok. Et après, en fait, t'as une pression fiscale et t'es soumis à des convocations. Tu vois, on te demande de t'expliquer. Après, quand ils se rendent compte que
t'es pas un négro de base, que t'es pas là Que tu maîtrises ton karaté. que tu maîtrises ton karaté, que t'es pas là pour manger des chips, ils se rendent compte que ça sert à rien. Et en fait, je dis tout le temps, c'est triste, hein, mais il faut leur montrer avant qu'ils te convoquent que c'est une perte de temps de te convoquer. Et après, ils vont le faire une fois, après ils vont se rendre compte que finalement, non. Ils peuvent pas t'intimider, qu'ils peuvent pas t'effrayer, que l'incarcération, c'est pas ça qui t'effraie, que être pauvre, tu l'as été, tu peux y retourner, c'est pas un souci, qu'ils t'auront pas avec le matériel, parce que toi, ton esprit, il est sur autre chose. Moi, je suis trop relié à mes ancêtres, je suis trop relié à mes aïeux, à mon histoire, pour qu'ils me fassent trembler, tu vois. Mais oui, il y a des tentatives, qui sont réelles. Mais après, les menaces de mort, c'est compliqué parce qu'en réalité, moi, je recevais beaucoup de courriers à mon cabinet avec des menaces, tu vois. J'en ai même pas parlé à mon entourage, pour te dire. J'en ai pas parlé à mon entourage. Un jour, je reçois un courrier avec une balle à l'intérieur. Wow. Tu vois. Et j'ouvre le courrier et je me dis, vas-y, c'est pas grave. Je rigole, tu vois. Des courriers avec des insultes, des menaces, tu vas rien faire du tout. T'es panafricain. C'est un début de réalisation de ton rêve. Non, même pas, c'est pas mon rêve. J'ai pas de rêve, j'ai que des objectifs, tu vois. Mais je dis que si j'ai poussé l'expression c'est mon rêve dans le sens où je me suis non, dit mais j'entends, je t'embête. ça serait bien. Moi, de finir j'espère comme que tu ça. mourras tranquille à 90 ans, en bonne santé, Clairement. dans ton lit, Moi, arrêt cardiaque. C'est ce que j'espère pour toi. Je ne cherche pas le martyr. Hmm. Tu vois, c'est pas du tout ce que je recherche. Ce que je recherche est plutôt lié à ma communauté qu'à ma personne. Donc c'est pas du tout ce que je recherche. Mais s'il vient à moi, il vient à moi. Hmm. Tu vois, T'en as pas peur, quoi. J'en ai pas peur, pas du tout. Là où t'as plein de gens qui ne font pas par peur, justement, d'être des cibles et éventuellement d'avoir à passer par cette étape-là. Frérot, j'ai Absolument. séquestré la peur et la médiocrité, je les ai mis dans la cave, frère. Ils sont en featuring en bas dans la cave. On voit comment tu fais, tu voulais dire quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose, enfin, il y a un truc que je me demande depuis un petit moment. C'est suite à des débats qu'on a eu aussi sur les funérailles des tabous. Tu sais, à un moment donné, on avait souvent islam contre kémite, nanana. Et ça m'a poussé à me demander, parce que toi, ton discours a toujours été clair à ce niveau-là, c'est que si on passe notre vie à dire qui a raison, qui a tort d'un point de vue religieux et spirituel, on n'aura jamais fini quand on a des réalités concrètes là aujourd'hui et qu'on devrait juste faire front commun, etc., etc. Mais du coup, moi, ça m'a poussé à me demander, toi, d'un point de vue spirituel, est-ce que tu te sens attaché à quelque chose? Si oui, quoi? Moi, je suis traditionnaliste. Moi, je suis très attaché à mes ancêtres. Moi, je pratique le culte de mes ancêtres. Je ne souscris à aucune religion dite révélée. J'ai grandi dans la foi protestante, tu vois. J'allais à l'église, je me suis fait baptiser. Et à partir de 18-19 ans, j'ai commencé à me détacher de tout ça et à me reconnecter sur mes voyages au Congo, aller au village. T'as été initié? J'ai été initié et j'ai fait un travail initiatique sur la spiritualité de mes aïeux. Mais après, dans ma famille, il y a tout, tu vois. Ma mère, elle va à l'église. Mes frères et sœurs, ils sont pour certains chrétiens, d'autres pas. On a des musulmans. L'équipe, elle est large. Et qu'est-ce que tu peux partager sur cette initiation? C'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais qui est un flou pour beaucoup de personnes, tu vois. À commencer par moi, qui, par exemple, suis antillais. Où est-ce que je dois m'initier, par exemple? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu dirais qui a été importante ou c'est symbolique? Non, c'est pas symbolique. On est sur un changement existentiel. C'est-à-dire que ça te donne une dimension autre de la vie. Ça te permet d'avoir un rapport au matériel qui est complètement détaché. Moi, je suis pas matérialiste. J'attache pas d'argent, j'attache pas d'importance à l'argent en tant que tel, au matériel en tant que tel, parce que pour moi, la vraie vie, elle est immatérielle. Elle est complètement liée à l'âme. Elle est liée à ce que tu véhicules, à ce que tu proposes, à ce que tu expérimentes. C'est pas le matériel, tout ça. Donc, du coup, t'as un rapport aux aïeux, t'as un rapport à ta famille, à tes frères et sœurs, à tes proches, qui est sacralisé, qui est encore plus important. Et du coup, tu as aussi un rapport à la transmission qui fait que tu as une responsabilité. Ça, tout à l'heure, quand tu me parlais de mes enfants que je n'ai pas encore, mes enfants, ils vont voir le travail que j'ai fait. Donc, ils vont être héritiers comme d'autres de tout ça. Ils n'auront pas peut-être leur père qui sera mort prématurément, mais en réalité, ils vont hériter d'un savoir, d'une vision, d'une idéologie qui vont pouvoir s'accaparer ou pas, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Un héritage, tu le prends pas.
Mais au moins, ils auront le choix. Hmm. Donc, pour moi, c'est ça qui est important. Et ma spiritualité me permet d'avoir ça. Ok. Tu as été propulsé, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai découvert ta rhétorique, ta verve au travers des funérailles des tabous. Ouais. D'abord, dans un premier temps, si je me trompe pas, en tant qu'invité, et ensuite en tant que membre... En tant que producteur actif. Voilà, producteur actif, vraiment. Finançant. Voilà, effectivement, le projet. Moi, c'est une question en deux, du coup. C'est comment est-ce que tu as vécu l'explosion de cette émission qui a véritablement... Enfin, vous avez fait un travail de fou, parce que ça a secoué, pour le coup, c'était, je pense, l'objectif aussi au travers du nom que vous avez choisi, la communauté. J'ai le sentiment, en tout cas, moi, en tant que spectateur, ça me faisait énormément de bien de voir des frères beaux, bien habillés et qui exposaient des problématiques qui me parlaient et très bien exposées. Et quand je dis bien exposées, c'est même dans voilà comment dire, je le disais, la rhétorique, la façon d'avoir à argumenter de façon claire et intelligible, etc. Donc ma question elle est en deux. La première, c'est comment est-ce que tu as vécu ça, cette explosion? Et pourquoi aujourd'hui tu n'es plus au sein des funérailles des tabous, mon frère? Ah, je vois le sourire. Ah là 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 là. Le sourire est là. Bon, voilà, ma question elle est en double. Est-ce que tu n'es plus dans les funérailles des tabous, d'ailleurs? Ouais, on va répondre. Tout d'abord, comment j'ai vécu l'explosion. D'un point de vue personnel, c'était une source de fierté. J'étais fier de moi. Parce que on a travaillé dur. Nous avons travaillé dur. Nous étions tous d'arrache-pied, que ce soit sur le plateau, que ce soit en amont, dans la préparation des émissions. Donc là-dessus, une fierté incroyable d'un point de vue personnel. D'un point de vue communautaire, parce que j'ai toujours une double lecture, au début, tu réalises pas. Tu réalises pas parce que la vidéo, elle sort. Toi, tu reprends ton travail, tu reprends tes audiences, tu reprends tes déplacements. Après, tu croises des gens. Une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Ah, merci. Je suis pas d'accord avec vous, mais j'ai bien aimé ce que vous avez dit. Merci. Là, tu te dis, ouais, en fait, on est d'utilité. Et là, il y a une fierté encore plus grande. Il y a la personnelle et il y a la collective. Là, tu deviens une fierté communautaire, tu vois. Et là, j'étais content d'être une fierté des nôtres, comme disait Rof. Bravo. Ousni, à qui je passe le bonjour, à qui je passe le salam. J'ai vu que vous étiez ensemble, là, il n'y a pas longtemps, Ousni. sur Trace. Ouais, Ousni, je m'entends bien avec lui. On travaille ensemble et on a fait une interview qui va sortir bientôt. Et je reprends son titre d'album, La fierté des nôtres. C'est ça qui m'a permis les funérailles des tabous, devenir la fierté des nôtres, tu vois. Donc, très, très heureux d'avoir participé à cette aventure. Très, très fier de ce qui a été fait. Et pourquoi j'ai quitté le navire? Parce qu'il y avait une mésentente entre Philippe et moi. Philippe, le grand frère. Philippe que j'ai ramené sur ce projet. Parce que c'est moi qui suis allé le chercher. Il n'était pas du tout sur ce type d'initiative communautaire affichée. Donc, je lui ai demandé de monter à bord. Il a accepté. On a bossé ensemble. On a fait du bon boulot. Après, on a eu des divergences. Mais après, voilà, dans le respect, la courtoisie, la bienséance, on s'est quittés. Et je continue encore à regarder les funérailles des tabous. Je continue encore à m'inspirer de ce qu'ils font. Puisque j'ai été au cœur de l'aventure. Que ce soit financièrement, que ce soit en apportant des idées, en proposant des thématiques, en étant chroniqueur, producteur, investisseur. J'ai eu plusieurs casquettes, tu vois. Donc, je suis extrêmement fier de ce qu'on a fait. Je leur souhaite encore beaucoup de succès. Sincèrement, moi, je suis quelqu'un... Moi, j'aime quand les nôtres, ils brillent. Même si on a eu une divergence, ça change rien, mon frère. Tu restes mon frère à la vie, à la mort. Ton succès, c'est mon succès. Donc, quand tu réussis, je suis content pour toi. Je suis allé te chercher pour te dire à quel point je te respecte, tu vois. Et ça me dérange pas de sortir. Parce que je peux faire mieux, je peux faire plus grand, je peux faire plus fort. Donc là-dessus, il n'y a pas d'animosité. Et c'est une émission d'utilité publique, d'utilité communautaire, qui fait du bien et qui va grandir. Connaissant l'intéressé et l'ambition qui est la sienne, il va faire grandir l'émission. Et nous, on regarde toujours avec bienveillance. On regardait avant, on regardait pendant, on regardera après, frère. Parce que les funérailles, ça reste les funérailles, tu vois. Donc, ça bouge pas. Non, lourd. C'est quelque chose parce que hier, on a eu l'honneur d'avoir Ludovic sur le plateau. Ouais. Et c'est ce que je lui disais, c'est que quelque part, ce qui se passe,
est assez bien fait puisque ça respecte une décision initiale qui était de faire force commun sur une émission, qui est les funérailles des tabous, pour pouvoir derrière chacun développer son propre concept. Bien sûr. Grâce à tout l'impact qui aura été créé à travers les funérailles des tabous. Et aujourd'hui, c'est clairement ce qui est en train de se passer. Et je trouve ça vraiment bien en ce sens que moi aussi, je continue à regarder les funérailles des tabous. Et je trouve qu'au final, c'est bien aussi d'avoir de nouvelles personnes fraîches, compétentes dans leur domaine, qui relèvent de nouvelles problématiques. Et de voir aussi chacun d'entre nous développer notre propre concept. Bien sûr. Nous avec Can We Talk, vous avec la librairie africaine. Bien sûr. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire plus maintenant du coup sur la librairie africaine? Alors juste parce que je voulais qu'on parle, parce que je vais te poser une question à toi du coup. C'est mais le frangin aussi, tu nous diras tu me diras ce que t'en penses. C'est parce que je demandais à Maître de quelle façon est-ce que il a vécu, tu vois, l'explosion. Toi, de quelle façon tu l'as vécu? Et j'aimerais aussi vous demander, est-ce que du coup, parce que tout à l'heure tu disais quelque chose de très important. Tu disais finalement la proposition qui est faite par des médias qui vont prôner le fait d'avoir à critiquer peut-être les nôtres en interne sur des questions comme celles qu'on a abordées tout à l'heure autour du banditisme et tout ça, finalement, elle est relativement très petite par rapport à la masse de médias qui opposent. Est-ce que, du coup, cette expérience des funérailles des tabous et tout ce que ça a apporté vous a fait comprendre que il nous faut des médias afro, en fait, et que c'était très important d'être en capacité de faire passer des messages par nous ou pour nous? En ce qui me concerne, cette volonté de créer un média afro, ça a été une volonté avant même qu'il y ait le nom des funérailles des tabous. Puisque lorsque j'ai été approché par Hervé sur la première édition de Business Africa, c'est dans cette intention-là qu'il vient me voir. Il me dit, ça fait depuis un moment que je regarde ce que tu fais sur l'éducation financière et tout. Je trouve que tu es vraiment bon dans ton domaine. Moi, j'ai le sport. J'ai quelqu'un que je connais qui s'appelle Ludovic, qui est écrivain et qui a énormément de rhétorique, beaucoup de punchline. Il y a Régis qui développe qui est le patron de Business Africa et qui a son média NN. On a envie de créer un média, notre média, pour arrêter de passer à gauche et à droite sur les médias des autres pour exister. On devrait pouvoir exister par nous-mêmes autour d'une notion, c'est l'excellence. Bien évidemment, il me dit ça. Moi, je suis conquis. Je dis, let's go, on se lance. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de funérailles des tabous, rien. C'est qu'à force de réunions où on s'est organisé, où on a parlé, on s'est dit que c'est Régis et Ludovic qui avaient eu l'idée, effectivement, des funérailles des tabous, mais sans savoir réellement comment ça se réaliserait, qui se sont dit, mais là, en vrai, les discussions qu'on a, et il y avait aussi Stomy Boxy à l'époque, là, en vrai, quand je vois ce qui se passe et les débats qu'on voit, on devrait juste mettre une caméra et sortir une émission. Cette émission, ce sera les funérailles des tabous. Et donc, vraiment, on a mis quelques mois à préparer le truc. Et moi, à titre personnel, je m'attendais pas à cette explosion. Je m'attendais vraiment pas à ça. Même si c'était une volonté, il y a une différence entre projeter quelque chose et réellement le voir arriver. Dès la première émission, l'impact qu'on a eu a été phénoménal. Ça a été lié à des réussites. Déjà d'une, effectivement, je pense que voir des Noirs s'exprimer de cette façon-là, c'était du jamais vu. En plus, on a eu la chance aussi de bénéficier de la lumière de personnes influentes comme Claudicia, Stomy Bugsy. Donc, ça a tout de suite fonctionné. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, je peux dire que j'étais pas prêt. Franchement, j'étais pas prêt. J'étais prêt, mais sans être prêt. Ouais, je m'attendais vraiment pas à tout l'impact qu'on a eu, en ce sens que je suis passé d'un conseiller en gestion de patrimoine qui faisait de la création de contenu sur les réseaux sociaux à quelqu'un de référent dans le monde de la gestion de patrimoine. Donc, ouais, clairement, j'étais pas prêt. Et j'ai aussi eu ce sentiment de fierté parce que je me suis senti à ma juste place et reconnu réellement pour ce que je valais. Donc voilà un peu comment j'ai vécu cette aventure. Ok. Et sur cette volonté d'avoir des médias forts, aujourd'hui, on le sait, hein, les milliardaires investissent massivement dans tout type de médias parce qu'on le sait aujourd'hui, ces médias sont des canaux d'influence. Bien sûr. Est-ce qu'il faut les nôtres? Bien sûr. Bien sûr. Clair. L'objectif des funérailles, c'est de créer l'institution. Moi, je l'ai toujours dit à plusieurs reprises lorsqu'on avait nos réunions. Je dis, moi, j'ai vocation à disparaître de l'écran. J'ai vocation à partir. Et si je voulais quelque chose qui était centré sur moi, je ferais comme d'autres influenceurs, youtubeurs, je crée ma propre chaîne et je me filme tous les jours. Et je raconte ma vie, intéressante ou pas. Je montre mes états d'âme. Aujourd'hui, j'ai acheté une voiture. Aujourd'hui, ma meuf m'a quitté, tu vois. Donc, j'ai jamais été dans ça, moi. Et je le serai jamais. C'est pas du tout mon état d'esprit. Donc, je suis très content que les funérailles existent en termes d'institution. Je suis très content de céder la place à d'autres personnes, à des femmes et à des hommes qui sont brillants, intelligents,
et qui vont aussi apporter leur pierre à l'édifice. Moi, j'espère qu'il y aura encore une quinzaine, une vingtaine de médias afro. Il en faut plus. Moi, je cache pas mon ambition d'en créer encore une dizaine. Donc, j'ai un cahier où j'ai noté toutes mes idées et il y a de plus en plus de médias qui vont sortir. Et là, la librairie africaine vient d'arriver. Donc, on est sur un média qui est dédié à la valorisation de la littérature africaine, mais pas que, puisque dans ce média, on aura de la performance musicale, on aura des intervenants culinaires avec des chefs cuistots. Oh, donc, ça va être un média ouais. qui, initialement, part de la littérature et qui part des femmes et des hommes qui écrivent des livres chez nous, mais ça va être élargi. Et ce sont des livres que chez nous, à un moment donné, vous allez aussi vous inspirer d'autres livres? Non, on parle aussi d'autres livres. Parce que moi, je pars du principe qui est le suivant. Nous sommes le berceau de l'humanité et personne n'a de leçon d'humanisme à nous donner. Et si c'est pour faire comme les autres, c'est-à-dire fermer la porte aux autres, ça ne m'intéresse pas. Donc la librairie africaine, ça part de chez nous, mais c'est une dimension universelle. Donc on va étudier des auteurs, il y aura des auteurs occidentaux, asiatiques, amérindiens, sur des livres qu'on trouve intéressants, sur lesquels on peut faire des parallèles avec la communauté afro, parce qu'il y aura toujours un lien avec la communauté afro. Donc on va s'ouvrir à d'autres littératures. C'est super important. Mais en partant de chez nous. La base, c'est nous. C'est-à-dire que l'émission, elle est afro-centrée. C'est-à-dire que... Assumée, décomplexée. Nous avons la chance d'être le berceau de l'humanité, c'est pas le hasard, tu vois. Donc là-dessus, on est complètement universel pour de vrai. Parce que lorsqu'on va inviter un intellectuel d'une autre communauté, on va pas inviter un intellectuel qui sait pas parler. Il y a pas de Chalgoumi qu'on va inviter, nous. Je trouve ça important ce que tu dis, parce que tu as beaucoup de gens qui se disent que afro-centré, ça veut dire être fermé aux autres. Non. Alors que non, afro-centré, ça veut juste dire se voir en son centre, mais être ouvert au monde. S'il y a bien une communauté qui n'est pas fermée, qui s'ouvre, qui partage, c'est bien nous. Ouais, mais ce mot afro-centré, on joue dessus. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est des trucs d'extrémistes, ça rejette les autres. C'est important de dire que ce n'est pas le cas. Moi, comment je vis mon afrocentrisme? C'est-à-dire, mon centre, c'est l'Afrique. Mon socle de valeurs, de principes, c'est l'Afrique. Ubuntu, c'est ma base. Mais cette base ne m'empêche pas de lire un auteur italien, de lire René Guénon, de lire éventuellement Karl Marx, de lire, je sais pas moi, Dostoïevski, et de lire Cheikh Anta Diop, de lire Amadou Hampâté-Bâ, de lire Leonardo... j'ai plein de noms en tête, tu vois, pour te dire qu'il n'y a pas de... En fait, moi, ma bibliothèque dans mon appartement, elle est assez importante, mais il y a des auteurs afro qui m'ont constitué, des auteurs européens, des auteurs américains. Donc, il n'y a pas de limite. Tant que c'est pertinent, tant que ça a du sens, moi, je prends. Donc, je ferai la promotion de tout ça. Mais d'abord en priorisant les nôtres. Parce qu'il y a un déficit d'image chez nous que nous seuls pouvons réparer. Et parce que ça fait du bien de le faire aussi, bien de sûr, prendre soin de soi. Bien sûr. Non, mais c'est d'abord une logique de survie. Donc, avant de promouvoir les autres, je vais d'abord promouvoir les miens. C'est logique. Je vais promouvoir les femmes et les hommes de chez nous, parce que c'est important. Et on a des femmes et des hommes de talent, de génie. Mais je ne serai jamais fermé à d'autres, jamais de la vie. Moi, je trouve ça fou qu'il faille, tu vois, avoir à le préciser, alors que dans le quotidien d'aucun être humain, et notamment, je vais parler de ces personnes qui se disent afrocentrées et qui en ont du coup une définition étriquée, pour ne pas dire particulière, tu vois. Dans leur vie de tous les jours, c'est pas ça. C'est pas vrai qu'ils mangent tous les jours que des plats africains. C'est pas vrai qu'ils regardent que des films africains, qu'ils écoutent que de la musique africaine, qu'ils s'habillent que de façon africaine. Mais nous, on devrait expliquer que quand on dit afrocentré, ça veut pas dire qu'on va faire que des choses. Enfin, je trouve ça fou, en fait. Après, je pense qu'il y a aussi l'anonymat d'Internet qui permet à des gens de dire des choses derrière leur clavier qu'ils ne diraient pas en face, tu vois. Donc, il y a beaucoup de gens courageux dans leur chambre misérable. C'est hallucinant, ce phénomène, quand même. Je trouve ça hallucinant. Ouais. C'est que c'est quand même un concept. T'as des gens qui s'amusent à perturber, à se défouler, à ne même pas penser ce qu'ils écrivent, genre. Ils ont vraiment du temps à perdre. En vrai de vrai. Ouais, mais tu vois, moi, un haters, moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'affection. C'est ça. Tu vois. C'est quelqu'un qui me fait de la peine. Faut que tu m'expliques. Non, mais c'est... En fait, qu'est-ce que c'est que la haine? C'est pas de l'amour qui a fané. Tu vois. Quelqu'un qui a de la haine contre toi, c'est quelqu'un qui t'aimait à la base. Parce que la vraie source
d'indifférence, pour moi, c'est la preuve qu'il ne t'intéresse pas. Quelqu'un qui est indifférent à toi, c'est quelqu'un qui vraiment n'est pas intéressé par rapport à ce que tu fais. Quelqu'un qui prend du temps pour venir sur ta vidéo, te critiquer, écrire ton nom, ton prénom. C'est quelqu'un qui te kiffe. C'est quelqu'un qui veut que tu le valides. Quelqu'un qui veut que tu lui dises, viens, à boire un verre, mon frère. Et un ma jour, sœur. il s'est senti éconduit. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la réalité. Parce que quand tu n'as pas d'intérêt pour une personne, bah, tu ne regardes pas ce qu'elle fait. C'est clair. Et tu vas pas écrire un commentaire sur ce qu'elle fait, parce que tu ne regardes pas ce qu'elle fait, par définition. Absolument. Donc si tu as écrit un commentaire, c'est que tu as de l'intérêt pour elle. Donc si tu as de l'intérêt, c'est un petit peu d'amour. C'est un petit peu d'amour, peut-être que cet amour, il a fané, du coup c'est devenu de la haine, c'est devenu du ressentiment. Viens, on va discuter, mon frère. J'ai pas le temps d'avoir du ressentiment pour toi. Je sais pas. Moi, je te remercie, Maître, d'avoir répondu à la question autour des funérailles des tabous. T'aurais pu dire non, moi, j'ai pas envie d'en parler. Non, Tu mais vois faut suivre. Abonnez-vous Funérailles des Tabous, Ouais. c'est important. Suivez ce que propose aujourd'hui Philippe Fabignon qui est tout seul. Suivez ce qui est proposé par ses équipes et continuez à les suivre, à les encourager, c'est important. Moi, tu me verras pas détruire une initiative communautaire en public. C'est ça. Jamais. Non, je te remercie parce que du coup, tu t'es montré transparent sur notamment cette dissension entre vous. Mais c'est propre des interactions humaines, qu'il y ait des divergences. Voilà. Alors Ça fait justement, partie du c'est jeu. sur ça que je voulais t'interroger. Parce que tu sais que sur ça aussi, Faut l'accepter. t'as plein de personnes qui partent dans des, tu vois, dans de longues tirades. Des guerres mais d'ego. pourquoi deux frères qui étaient ensemble, Oui. ils parlent de communauté, mais c'est souvent entre nous, on s'entend pas, les gens trucs. Oh, Qu'est-ce que toujours tu penses pareil, de on cette, s'en sortira jamais. voilà, qu'est-ce que tu penses de cet argumentaire? Non mais mon frère, le propre de l'être humain, c'est d'avoir des points communs et des points de divergence. Tu l'as dans le couple, tu l'as avec tes frères et sœurs, tu l'as avec tes parents, tu l'as dans l'entrepreneuriat. C'est partie du jeu. Maintenant, il faut se quitter avec respect, bienveillance, que tout le monde se sente respecté. C'est l'objectif. Mais après, il faut accepter qu'il y ait à un moment donné des dissensions, des chemins qui se séparent. C'est partie du jeu, c'est partie de toute initiative humaine. Et tu regardes, tu prends des exemples très simples. Hein. Quand tu parles un peu de ce qui se passe dans le monde occidental, aujourd'hui, tu avais à l'époque Nolo et Zemmour qui étaient avec Ruquier. Ils sont séparés. Ça n'a pas empêché Zemmour de devenir ce qu'il est devenu, Nolo de faire ce qu'il a à faire et de continuer sur autre chose. Ils étaient à l'époque chroniqueurs. Ils étaient dans une émission qui faisait beaucoup de vues. On n'est pas couché. Ils ont participé à l'aventure. Ils sont séparés pour des raisons qui leur sont propres. Chacun a continué de son côté. Ça n'empêche pas la vie. En fait, il faut accepter qu'il y ait des points de tension. Il faut accepter qu'il y ait des points de divergence et vivre avec. C'est comme la pluie. C'est pas parce qu'il pleut qu'il va pas faire beau après. Et accepter le fait que rien n'est éternel. Rien. Tout dure un temps. Bien sûr. Rien. Tu Il y vois, a des gens qui m'ont partagé leur tristesse de voir qu'on n'était plus sur le plateau, tous des funérailles des tabous ensemble. Et moi, je pense qu'il faut voir les choses d'un autre œil. Tu vois. Soyons reconnaissants et contents du fait que ça ait pu exister. Bien sûr, Les faut de la images sont gratitude. toujours là. Si vous voulez Bien revoir sûr. les images avec une béco sur les funérailles des tabous, Mais bien sûr, il y a un tapez sur YouTube, il y a plein un d'épisodes. catalogue. Voilà. Il y a un catalogue qui est disponible avec des interviews de qualité, avec des références de qualité. Allez-y, puisez dedans. Tant que YouTube existera, le catalogue sera disponible et on fera en sorte que ça ne bouge pas parce que on a laissé un héritage pour les générations qui arrivent. Moi, je suis content quand je croise dans les différents lieux où j'ai interagi un garçon de 19 ans qui me dit « Ah, maître, j'ai vu votre vidéo que j'ai tournée à 6 piges. Il m'en parle, il me dit « Ah, elle était bien. » Je dis « Tant mieux. Je l'ai fait il y a 4-5 ans, la vidéo. Moi, je suis passé à autre chose. » C'est ça qui est Si ça beau. vous inspire, tant mieux. C'est ça l'objectif. C'est d'apporter de la valeur, apporter de la positivité à nos contemporains et à nos descendants qui arrivent. C'est ça l'objectif. On est d'accord. magnifique. Ouais, par Vas-y. rapport à... donc là, on a parlé de la partie média. J'aimerais recentrer un peu sur ta partie, du coup, avocat, qui est ton métier au quotidien. À partir de quel moment est-ce que tu as commencé à être, on va dire, reconnu et visible? Moi, la première fois où j'ai entendu parler de toi, c'était sur l'affaire d'un professeur qui s'était fait, je crois, Exécuté, Samuel Paty. Ouais. Et toi, t'as été intervenu dans cette affaire en défendant La collégienne. qui avait répandu la rumeur, c'est ça? C'est ça. C'est à ce moment-là que tu as commencé à être visible ou c'est intervenu avant?
Mais après, c'est mon rôle, en tant qu'avocat, de prendre le fardeau de ma cliente, de l'épauler dans l'épreuve qu'elle traverse. Tu ne choisis pas tes clients. C'est tes clients qui viennent te chercher, qui estiment que tu es capable d'assurer une défense à la hauteur de leurs espérances. Je suis en capacité émotionnelle, intellectuelle et juridique de prêter assistance à l'intéressé. Je crois sincèrement que Mathias Pogba est innocent. Parfois, le silence, ça fait du bien, surtout quand on a sorti des dingueries avant. Nous sommes des descendants de rois, de reines et pas que d'esclaves. Je me suis mis en avant parce que c'est éclaté de réussir tout seul. Je peux avoir une vie de bourgeois, mais je veux une vie communautaire avec les miens. Puisque moi, il n'y a jamais une volonté de choquer sans éduquer à côté. Ton absence d'humanité ne m'atteint pas. Je suis venu pour consommer, tu veux pas que je rentre parce que je suis noir. Pas de problème, mon frère. Bisous. Quand tu rentres dans mon cabinet, le portrait qu'il y a au-dessus de ma tête, c'est Mad Comics, tout sans l'ouverture. Moi, c'est l'amour qui m'anime. L'amour des miens et l'amour de l'être humain. La lecture, c'est utile dans tous les compartiments de ta vie. La littérature, dans sa globalité, fait du bien à l'âme. Un homme noir ou une femme noire sans éducation financière est en featuring avec la pauvreté. Les amis, s'il vous plaît, likez. On en a vraiment besoin. Commentez.